Merci d'être toujours avec nous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de l'Africa Newsroom, toujours en compagnie de Karine Orio, Mamoudou Mara et Joël Compaoré. On ouvre à présent notre grand angle économique. Laissez-les rouiller face à la hausse du prix des véhicules. Un mouvement égyptien invite les consommateurs à ne plus acheter des voitures neuves. Les ventes sont d'ailleurs déjà en baisse de 42%. Les détails avec Vina Nodin. Le mouvement Laissez-les rouiller se poursuit en Égypte. Il s'agit d'une campagne appelant les Égyptiens à ne plus acheter de nouvelles voitures. L'objectif, limiter les hausses des prix. Les modèles les plus populaires coûtent entre 200 000 et 350 000 livres égyptiennes, soit 11 500 à 20 000 $, soit près de 10 fois le salaire annuel d'un employé de l'administration moyenne qui gagne 3 000 livres égyptiennes par mois, l'équivalent de 172 $. Les prix des voitures ont grimpé en flèche sans nécessité particulière et les gens n'ont toujours pas les moyens financiers de payer ces prix, y compris les citoyens de classe moyenne. De plus, les prix ne correspondent en aucun cas aux capacités de voitures vendues. Il existe également un énorme fossé entre les prix des voitures en Égypte et les prix des voitures en Europe. C'est ce qui a essentiellement motivé cette campagne. À l'échelle nationale, les ventes de voitures ont diminué de 42% en janvier 2019 par rapport à janvier 2018. Elles sont passées de plus de 19 000 en décembre à 11 460 véhicules, selon les données du Conseil de l'information sur le marketing automobile. Il n'y a plus d'achat et de vente comme avant. Tout cela ne dépend pas de la hausse ou de la baisse des prix. Je suis un homme qui vend des voitures d'occasion, donc ce qui compte pour moi, c'est la stabilité. Si les voitures sont chères, alors vous vendez à des prix élevés. Si elles sont bon marché, alors je vends bon marché. Mais il n'y a plus de stabilité. Les clients restent chez eux. Lorsque les prix baissent, les clients attendent encore, affirmant que les prix seront encore plus bas. Personne n'achète donc, que ce soit des voitures neuves ou usagées. Je parle en général, pas de quelqu'un en particulier. Mais maintenant, au lieu de vendre 10 voitures par mois, nous en vendons une ou deux avec difficulté. Le gouvernement mise sur le Made in Egypt. Il espère renforcer l'industrie automobile égyptienne en exigeant que les voitures contiennent au moins 46% de composants fabriqués localement. Au-delà du secteur automobile, la pression économique exercée sur de nombreux Égyptiens s'est intensifiée depuis que les autorités ont adopté des réformes et des mesures d'austérité. Karine, privilégier les voitures d'occasion pour faire face à la hausse des prix, c'est la bonne solution ? En tout cas, je trouve que c'est assez audacieux et puis surtout essayer de miser sur des produits fabriqués dans le pays, parce que la question aujourd'hui, quand on regarde sur le continent africain, on a vu effectivement que le Maroc essayait de fabriquer ses propres voitures, mais quand on voit effectivement l'industrie de l'automobile et qui se fait le plus d'argent, clairement. C'est une question qui est assez récurrente. Et puis, on a aussi aujourd'hui la question de la pollution, parce que ces voitures-là, quand les voitures sont endommagées, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'en débarrasse dans nos pays? Et puis enfin, comment est-ce qu'on encourage l'achat aux voitures? Monsieur Compaoré. Bon, je dirais que en décembre, l'Égypte a voulu vraiment et comment dirais-je, booster son industrie automobile en comment dirais-je, en signant avec la des suppression accords, des droits de douane, avec l'Union européenne. Mais la chute de la monnaie égyptienne a entraîné une hausse. Donc cette baisse des frais de douane n'a pas profité aux acheteurs. Et comme cela se fait aussi par palier, et les acheteurs se disent pourquoi acheter maintenant quand je sais que les droits de douane vont continuer à baisser jusqu'au bout. Autant attendre qu'on soit à zéro avant d'acheter. Entre-temps, ça paralyse le secteur. En attendant, ça paralyse le secteur. Et l'Égypte a un déficit, quand on prend une population de 100 millions d'habitants, comparé au Maroc, ils ont à peu près le même taux de vente de véhicules neufs à l'année. Donc, pour dire qu'ils ont vraiment du pain sur la planche, mais c'est aussi économique. Donc, on revient encore au même problème. Sur le plan économique, l'État ne peut plus subventionner ces achats qui sont des achats de première nécessité, car il faut se déplacer pour aller au travail. Ça pose aussi le problème des transports en général. Quelle politique de transport nos pays ont
pour ne pas être dépendant de ce qui nous vient de l'extérieur. Parce que c'est pour ça que les prix sont si élevés en Égypte. Parce qu'on fabrique très peu en Égypte. Effectivement. En Égypte, allez-y. Moi, ce que je voulais rajouter exactement, c'était au niveau de la politique de transport. Parce que c'est bien beau de dire les voitures neuves et tout ça, mais sur une population énorme, je vois mal comment un fonctionnaire égyptien soit capable d'aller acheter une voiture neuve ou même une voiture d'occasion. C'est quand même c'est inimaginable sur une population où un quart de la population se trouve dans des seuils de pauvreté. Donc 12% de chômage dans un pays. Et je pense qu'au-delà de l'aspect même de dire les voitures neuves, voitures d'occasion, c'est un luxe d'avoir une voiture en Afrique, il faut dire la vérité, c'est un luxe. Si j'ai une voiture en Afrique, je suis bien, je peux me promener, je peux faire tout ce que je veux. Et celui qui a une voiture, c'est qu'il a la capacité d'avoir la réparation, il a la capacité d'entretenir sa voiture. Au-delà, il a la capacité de payer l'essence. Celui qui touche 3000 livres par mois et qui a ses enfants dans une école privée, ou en tout cas qui doit nourrir sa famille, et qui a un seul salaire, je vois mal comment il peut s'en sortir derrière. La véritable réponse de cela, au-delà des taxes douanières et des recettes de l'État, c'est mettre fin à la corruption. La corruption, si on arrive à mettre fin à une partie de la corruption, on peut véritablement mener une véritable politique, une véritable justice sociale dans nos pays. Et aussi la politique de transport public. En Afrique, en général, on n'a aucune politique de transport public. Que ce soit chez moi en Guinée, que ce soit en Égypte ou que ce soit au Maroc, quand vous regardez, je ne pense pas qu'il y ait une véritable politique qui permette ici aux gens de se déplacer d'un point A à un point B. Vous parlez de l'aspect économique tout à l'heure. Si on a des moyens de transport efficacement faits, rien n'empêche qu'un fruit qui est planté au bout du pays, le lendemain, qui se retrouve sur le marché à Caire ou dans d'autres villes d'Égypte. Moi, je dirais que l'économie égyptienne, c'est une économie intermédiaire. C'est pas une économie à comparer à certains pays d'Afrique. C'est quand même une économie qui est assez puissante. Il faut dire qu'il y a au moins 170 sociétés qui interviennent dans le domaine de l'industrie automobile, avec 20 sociétés qui font du montage sur place, local. Ils font du montage, mais quelle est la véritable réponse à une politique si elle ne contribue pas à créer une ascension sociale? Il faut dire que c'est beaucoup plus large que ça. S'ils n'avaient pas de front ces problèmes économiques, ces mesures auraient pu, comment dirais-je, prospérer et permettre aux Égyptiens de pouvoir continuer à progresser au niveau de cette industrie. Mais la conjoncture économique mondiale fait que... plus difficile la situation en Égypte. Alors Karine, on estime à 4 à 5 millions de voitures d'occasion qui arrivent chaque année sur le continent africain pour y être revendues. Est-ce que cette situation, parce que vous parliez du niveau de vie et du fait que finalement les Africains, en gros, n'ont que les moyens de consommer des véhicules d'occasion, mais comment faire émerger une industrie locale dans cette situation? Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que je pense qu'il n'y a pas que la classe moyenne qui peut s'offrir un véhicule d'occasion. Effectivement, là, je vais parler de ce qui concerne précisément le cas de l'Afrique subsaharienne. On voit effectivement, comme vous le dites, par manque de transport public dans les zones rurales, des personnes qui se débrouillent. Et puis, il y a des taxis, il y a un certain nombre de choses. Mais effectivement, à chaque fois, ce sont des véhicules d'occasion. Et malheureusement, ce qu'on a comme véhicules, en tout cas en Afrique subsaharienne, ce sont des véhicules de seconde main et puis pas souvent des véhicules super adaptés, mais qui viennent aussi désormais d'autres pays. Aujourd'hui, les revendeurs qui achètent des voitures n'achètent plus forcément en Allemagne comme c'était le cas avant, s'adressent maintenant, travaillent aussi avec la Corée, avec d'autres destinations. Et donc c'est assez intéressant de faire rentrer ce type de produit parce que ça permet de diversifier, en tout cas en termes de concurrence, et ça permet à des personnes effectivement d'avoir des voitures qui correspondent à leur budget. Il n'y a que comme ça. Maintenant, pour faire effectivement émerger une industrie de l'automobile locale, pour moi, c'est une volonté politique. Mais il faut créer tout un système qui permette effectivement ou de faire du montage, comme on disait tout à l'heure, dans nos pays, ou alors effectivement de réaliser ces voitures-là du début jusqu'à la fin. Alors le Kenya, par exemple, prévoit d'appliquer d'ici 2021 des mesures restrictives sur l'importation des véhicules d'occasion. Est-ce que c'est une piste de solution, M. Compaoré?
Je dirais, pour que l'économie locale puisse prospérer, il faut quand même, à un moment donné, même si on est dans une vague de libéralisme, il faut quand même mettre des mesures de protection pour que des industries locales puissent voir le jour. Sinon, on n'y arrivera jamais. Monsieur Mara? Je considère que tant qu'on ne sera pas capable de mettre en place des politiques africaines pour les Africains, on ne pourra jamais se développer. Parce que les politiques qu'on met en place généralement, c'est des politiques qui sortent des bouquins économiques mis en place par la société européenne et du coup qu'on essaye de photocopier et de les appliquer dans nos pays. Il faut une volonté, vous avez dit quelque chose d'intéressant, une volonté politique. Ce n'est pas parce que ça vient de l'extérieur que ça ne peut pas marcher chez nous. Si, ça dépend. Quand on photocopie quelque chose et qu'on amène, forcément, on n'a pas les mêmes réalités sociales, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas la même vision et il y a certaines réalités dans notre pays qui ne vont jamais marcher en Europe. Il y a certaines réalités européennes qui ne vont jamais marcher dans nos pays. Et moi, je considère qu'il faut une politique africaine pour l'Afrique. Et cette politique africaine passera certainement par l'industrialisation. Et cette industrialisation, il faut qu'elle soit plus globale, il faut qu'elle soit une vision plus large, afin de faire en sorte que chaque Africain puisse se sentir concerné par ce développement en question. Alors pour l'instant, on a vu plusieurs pays développer des industries, construire des modèles de manière totalement local. C'est le cas au Nigeria, on l'a vu également en Tunisie, mais ces modèles ne sont pas pour autant très compétitifs face aux modèles occidentaux. Comment justement essayer d'équilibrer les choses et de changer cette donne? Bon, moi je dirais qu'on peut avoir la volonté politique, mais on peut aussi être limité sur le plan économique. Quand vous avez un pays avec, disons, 10 millions d'habitants, vous n'avez pas un marché suffisant pour pouvoir entretenir une industrie automobile. Excusez-moi, mais la CEDEAO en elle seule... Je finis. C'est pour cela qu'il faut aller plus vers de grands ensembles. Parce que pour une industrie, il faut un marché. Et pour un marché, il faut des consommateurs. Alors, donc, il faut élargir la base et puis aller vers des ensembles comme l'UEMOA, la CEDEAO, la CEMAC, qui travaillent de manière concertée. Parce qu'au niveau industriel, chaque État a toujours sa politique. On n'est pas encore arrivé au stade où on a une politique sous-régionale au niveau de l'industrialisation. Et c'est ce qu'il faudrait pour nos pays, si on veut vraiment passer ce cap-là. Karine? Moi, cela va vous sembler un tout petit peu, peut-être une politique un peu trop verte, mais je pense que de toutes les façons, il faut bien qu'on soit d'accord sur une chose, c'est que le continent africain ne peut pas continuer d'être la poubelle en termes de ce qui concerne tous les voitures qu'on nous renvoie dans nos pays qui ensuite finissent comme ça, on n'est pas une décharge. Et je pense que vous avez souligné un point important tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut développer plus de transports publics, parce que c'est d'abord ça la base. Tous les habitants n'ont pas forcément besoin d'avoir une voiture, parce qu'effectivement, aujourd'hui, une voiture ne coûte pas uniquement cher à l'achat. Il faut pouvoir l'entretenir, il faut des assurances, mais il faut aussi des infrastructures. Et en général, des fois, on peut avoir la plus belle voiture, mais il n'y a pas la route qui va avec. Donc, si on achetait un véhicule qui, effectivement, est un véhicule tout neuf, etc., est-ce que, finalement, on perd plus? Donc, je pense que la question aussi qu'il faudrait que nos gouvernements se posent, c'est la question de nos infrastructures et, effectivement, développer plus de transport public, mais en fonction, effectivement, comme vous l'avez dit, de la sociologie de chaque pays. Parce que, effectivement, quand on est à Cotonou, qu'on se déplace plus sur un 2 roues, il faut peut-être voir comment développer plus un système de 2 roues qui soit plus efficace. C'est pas la même chose quand on est, par exemple, à Conakry ou à Doubrika, par exemple. Exactement. Merci pour toutes ces précisions. On marque à nouveau une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.